nécessairement sur la page officielle de l'honorable Innocent Kagbara dans votre émission Lundi Politique, dans laquelle nous recevons l'honorable Innocent Kagbara et d'autres invités surprises pour vous. Nous savons que nous sommes en plein pied donc dans plusieurs crises, mais ce qui nous intéresse et la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la construction d'une cité technologique avec financement des startups et à hauteur donc de 20 milliards et favoriser surtout les partenariats entreprises-écoles. Telle est la thématique donc que nous aborderons au cours de cette émission. D'habitude, nous plantons le décor avant, mais vu qu'on a échangé un peu plus le conducteur aujourd'hui, je me permettrai donc de vous permettre donc de divulguer, de partager bien entendu cette émission avant de revenir planter le décor sur la thématique donnée. Qu'est-ce qui est derrière cette idée, cette proposition donc du Parti démocratique et panafricain? On le saura juste après. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Lundi Politique sur Afro-Web TV. Moïse Agbeni, c'est moi et c'est Manon. Je serai à la manette pour vous pour recevoir sur le plus 1 319 462 89 79. Vous reconnaîtrez donc l'image que c'est en direct des États-Unis et ensuite ce sera une opportunité pour nous tous donc de poser vos questions. Donc vous serez la bienvenue dans cette émission. Nous recevons pour vous et chez vous aujourd'hui l'honorable Innocent Kagbara, qui est donc président du Parti démocratique et panafricain, PDP, au Togo. Et nous recevons par duplex aussi M. Kanda Bani Roland, conseiller économique. Monsieur l'honorable, dites-nous en clair, quelle est l'idée derrière et en quoi consiste cette proposition que vous faites ou que vous ferez donc aux compatriotes togolais? Merci. Nous avons simplement remarqué qu'il y a un problème pour mettre l'accent sur la technologie et encourager l'initiative privée, surtout dans le secteur des nouvelles technologies. Et il y a des pays pas très loin de nous qui ont eu à délimiter des zones. Donc c'est une zone que nous voyons entre la ville de entre Baguida et Anéran, peut-être 20 hectares, qui sera consacrée à la construction d'une université technologique et des écoles de recherche.
Donc, tous ceux qui veulent se loger là-bas doivent peut-être aller au niveau de ministère de l'enseignement supérieur. On va créer un organe qui va sélectionner, parce qu'on doit vous sélectionner sur les projets. Donc, c'est une ville technologique où vous n'allez pas acheter la terre, où nous allons mettre un minimum d'infrastructures, ou même si vous voulez un bureau, ou bien vous voulez un laboratoire, ça sera déjà construit, nous allons vous donner des laboratoires, et ça sera véritablement une ville futuriste, une ville écologique, où vous voulez, vous garez votre véhicule, on vous donne de l'espace pour travailler, vous pouvez même vivre là-bas, et nous allons faire la promotion de tout ce qui est technologie. Ça veut dire que nous aurons des écoles de technologie, ça veut dire que nous allons même installer une unité pour faire des recherches sur le nucléaire, sur l'aéronautique. Véritablement, ça sera des études de pointe. Et nous allons attirer les investisseurs de par le monde dans cette ville technologique. Pas loin de chez nous, au Bénin, je pense qu'il y a un projet comme ça qui s'appelle Semekoji. Et c'est une ville universitaire. Nous, au-delà de faire une ville universitaire, nous voulons faire une ville technologique, un peu comme la Silicon Valley. Donc, le premier aspect, c'est créer une zone de 20 hectares où nous allons loger une ville technologique, où il y aura des universités, il y aura des écoles, il y aura des laboratoires, et surtout, il y aura des entreprises. Ces entreprises ne seront pas très loin des laboratoires, et nous allons faire en sorte qu'il y ait un partenariat public-privé entre les structures de l'État pour financer ces centres de recherche. Parce que l'argent doit également venir du public et du privé pour financer ces initiatives. Troisième chose, nous allons attirer des universités les meilleures aux États-Unis, en Afrique, en Égypte par exemple, aux États-Unis, en France, pour venir se loger dans cette cité universitaire. Nous allons les attirer les meilleurs de par le monde pour voir si, je pense qu'il y a déjà un projet pareil par exemple au Rwanda. Et autre chose, nous allons faire une dotation de 20 milliards. 20 milliards pour sélectionner les meilleurs projets de recherche, les meilleurs projets en matière technologique. Et chaque année, ces fonds permettront de pouvoir accélérer la recherche. Donc faire en sorte que Lomé, en si peu de temps, peut-être 5 ans, devienne un centre international de recherche où les gens vont venir de par le monde. Notre situation, notre position géographique nous permet d'avoir les gens qui vont venir de la Côte d'Ivoire, les gens qui vont venir du Ghana, les gens qui vont venir jusqu'à Sierra Leone. Et ce côté, nous allons faire venir même des gens qui vont venir du Nigeria, parce qu'il y a de très grands chercheurs du Nigeria. Et nous allons donner les moyens à ces gens-là de pouvoir faire une ville technologique, une ville de recherche, une ville où il y a de la compétition sur le plan international, une ville où on a, par exemple, les filiales des plus grandes universités comme Harvard, où nous irons véritablement les démarcher. Voilà une ville où les entreprises ne paieront pas de taxes. Ceux qui sont dans cette zone, ça sera un peu comme une zone franche universitaire. Voilà un peu l'idée qui est derrière ce projet. Monsieur Roland, dites-nous en clair, en quoi consiste l'aspect économique donc, de ce projet et de cette proposition? Ok, merci beaucoup. Les statistiques sont claires. Hein. En Afrique, nous inventons moins, nous innovons moins. Et quand nous prenons les chiffres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI reçoit en moyenne 500 demandes de brevets. D'accord? Mais à peine 10% de cette demande-là vient des États membres. Alors que nous savons que l'OAPI, c'est 17 États membres ou 18 États membres, je ne me rappelle plus. Donc, ça veut dire qu'en Afrique, nous inventons moins, nous innovons moins. Donc, par conséquent, une initiative pareille, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire une émission, mais nous ne sommes pas sur place. Ça, c'est parce que certains, à un certain moment, ont mis des mécanismes en place pour aider certaines personnes à mettre en place des innovations pour faciliter ce genre d'initiatives. Et effectivement, l'Afrique est en retard sur ce genre d'initiatives. C'est pour cela l'initiative d'une zone spéciale pour start-up, afin de les inciter à innover et inventer, est fondamentale dans l'optique où, bien évidemment, elle doit pouvoir contribuer à l'éclosion des talents et d'un autre côté, bien évidemment, contribuer au développement des États. Parce que n'oublions pas, le développement économique des nations est intimement lié à la promotion de l'entrepreneuriat. Et la promotion de l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans le domaine agricole, mais également il y a le domaine technologique. Et aussi,
Ces exemples, d'autres États l'ont déjà essayé. L'exemple légion que nous savons, c'est la Silicon Valley. D'accord? Et bien évidemment, l'honorable a cité l'exemple de Seme City au Bénin, où une zone a été dédiée, où des jeunes viennent de par le monde pour pouvoir s'installer et où il y a un programme d'incubation jusqu'à mise sur le marché du produit. Et bien évidemment, je pense au-delà de ça, il y a un autre aspect également qu'on doit voir, c'est l'aspect financement. Parce que aujourd'hui, même dans les pays développés, hein, les banques traditionnelles ne financent pas l'innovation. C'est pour cela que nous devons repenser le mode de financement de ces startups en mettant en place des initiatives de capital risque, des fonds d'investissement qui sont prêts à prendre de risques à un certain moment pour accompagner ces jeunes qui ont des projets bien évidemment innovants afin de pouvoir contribuer bien évidemment au développement des États. Et il y a un autre exemple légion, il s'agit du Bayh-Dole Act, je pense que c'est aux États-Unis, le Bayh-Dole Act, qui est un accord tripartite entre l'État, les centres de recherche et les entreprises, où l'État subventionne les universités pour pouvoir mettre en place des innovations. Et maintenant, les innovations, vu que les universités n'ont pas aptitude à aller vers le commerce, à commercialiser les innovations, il y a un autre contrat entre les universités et les entreprises, maintenant qui assure la commercialisation des innovations mises en place par les universités centres de recherche. Je pense qu'un mécanisme comme ça est tellement important pour nos États, où bien évidemment on doit utiliser les facilités que nous avons à notre disposition pour pouvoir accompagner bien les jeunes qui ont des talents, bien évidemment une certaine dynamique à pouvoir mettre en place des inventions et des innovations sur le marché. Oui, honorable, sur quoi comptez-vous pour la réalisation de ce projet, puisque nous avons constaté que vous venez de faire, de nous donner la cible entre Baguida et Anéro, alors qu'on connaît également, donc, sur le plan géographique, comment est-ce que tout est mis en place déjà, il y a des terrains qui sont déjà en vente, etc. Est-ce que, comparativement, quelle est la stratégie que vous allez utiliser pour, si jamais cette proposition est acceptée? Non, mais je pense qu'il y a des domaines de l'État. Et il faut négocier avec les collectivités. Parce qu'une collectivité qui a plus de 20 hectares, 30 hectares, si elle accepte ne serait-ce que nous donner 10 hectares, dès que le projet s'installe là-bas, ça veut dire que les terrains vont prendre de la valeur. Parce qu'il y aura des villes connexes aux environs, aux alentours, pour pouvoir nourrir les gens, pour pouvoir donner un service de tel ou de tel qui va manquer dans la ville. Donc, ça serait une ville dynamique. Une ville où les gens viennent pour la technologie, une ville où les gens viennent visiter des usines en matière de technologie, où nous allons commencer par faire des portables au Togo, par assembler des ordinateurs, par assembler par exemple des panneaux solaires. Donc, mais ce que nous voulons expliquer, c'est l'État qui doit créer cet espace-là, ce cadre-là. C'est l'État, à travers un partenariat public-privé avec d'autres banques, qui va financer des projets innovants. Parce que, comme l'a expliqué M. Roland, c'est très difficile pour le système bancaire normal de pouvoir financer la technologie. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise non, il faut monter, il faut faire un bon business plan, aller voir telle banque qui vont financer. Ils ne vont pas financer. Ils ne comprennent même pas ce que c'est que la technologie. Ils ne comprennent pas, par exemple, qu'il faut financer un petit logiciel qui n'a l'air de rien, mais demain qui peut devenir Facebook. Donc, ce que nous voulons expliquer, c'est l'argent de l'État qui finance une telle initiative. Peut-être sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, et après, peut-être que le projet va s'autofinancer. Mais c'est de l'argent public dont il s'agit. Mais je crois qu'il y a d'autres pays où vous allez prendre l'argent de l'État pour la technologie, vous allez prendre l'argent de l'État pour faire de l'invention, pour faire de l'accélération. Donc, nous voulons amener ce mindset-là au Togo pour que les gens comprennent que la technologie, l'innovation, les centres de recherche, c'est notre futur. C'est la garantie de la création d'emplois, c'est la garantie du développement de nos territoires de la technologie, c'est la garantie d'apporter des solutions même à nos problèmes, les problèmes de développement des villes. Donc, c'est la garantie également de faire en sorte que Lomé devienne un centre technologique de premier ordre et que nous puissions attirer les investisseurs de par le monde. Parce que le projet, ce n'est pas simplement un projet du Togo, mais si vous créez cet espace-là où les gens viennent, avec, vous avez un grand bâtiment comme ça, où il y a peut-être des studios, où il y a des bureaux, il y a l'Internet dans tout le bâtiment. L'espace, vous pouvez aller à pied ou à vélo, mais il n'y a pas de véhicule, donc c'est véritablement écologique, où les gens sont là véritablement pour réfléchir. Donc ils se lèvent le matin, c'est pour faire de la recherche, où il y a de temps en temps des forums mensuels, où il y a de la formation, où il y a toujours
des meetings entre les entreprises qui sont dans l'espace, les écoles qui sont dans l'espace, les banques qui sont dans l'espace, le système décentralisé de l'administration, par exemple, tous ceux qui participent au financement des projets des jeux, qui sont également dans cet espace-là. Donc, c'est de créer un véritable écosystème qui favorise l'innovation, qui finance l'innovation et la technologie, pour que les enfants qui ont de la matière, ces enfants-là, on les retrouve dans la rue. Ils sont très infantifs, ils ont quelque chose. Mais quand ils montent un projet, c'est très difficile même qu'on puisse leur donner 1 million de francs CFA. Alors que ce projet, si vous l'analysez, si vous connaissez le domaine, peut-être avec un petit 5 ou 10 millions, c'est des projets qui peuvent même apporter des milliards dans le futur. C'est créer cet écosystème, cet espace qui permet véritablement l'invention, la technologie, et financer vraiment le secteur technologie, financer également la recherche pour que nous puissions véritablement avoir des chercheurs, comme le dit quelqu'un, des chercheurs mais qui trouvent. Des chercheurs mais qui trouvent. Monsieur Roland, Monsieur Kandabani, dites-nous, comment allez vous faire identifier ces jeunes qui ont du potentiel dans ce domaine technologique là aujourd'hui, parce que nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie. Oui, merci beaucoup, Monsieur Moïse Abénigan. Ces jeunes, il y en a plein. Aujourd'hui, nous avons au Togo plusieurs universités, qu'elles soient publiques comme privées, qui forment en génie logiciel, génie informatique, en marketing digital et tout. Et ces jeunes, après, très souvent, ils finissent, ils commencent par chercher un emploi. Alors que normalement, ce sont des jeunes qu'on doit pouvoir caser et bien évidemment trouver des solutions à des problèmes que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que la plupart des problèmes que nous avons ont toujours une solution au niveau de l'informatique ou du digital. Donc, c'est pour cela qu'on doit pouvoir créer un environnement propice pour pouvoir les caser, pour qu'ils puissent trouver des solutions à des problèmes. Et bien évidemment, l'aspect financement est très important. Si on n'arrive pas à créer ou bien à mettre en place un mécanisme de financement de ces innovations, c'est fondamental en ce sens où, comme on l'a si bien dit préalablement, en matière d'innovation, le risque de départ est très élevé. Et bien évidemment qu'aucune banque, vu que ce sont des banques commerciales, ne vont pas accepter mettre des fonds dans un domaine, non seulement qu'ils ne connaissent pas, et qui est très risqué. Et c'est pour cela que, comme je le dis toujours, l'environnement économique et de financement des startups doit être revu, en favorisant ou bien incitant la mise en place des capitaux risqueurs et d'un fonds d'investissement. Parce que sans eux, tout ce que les différentes technologies que nous avons aujourd'hui, on ne l'aurait pas eu. S'il n'y avait pas eu, à un certain moment, des capitaux risqueurs, des fonds d'investissement. Certains qui sont prêts à risquer, à accompagner le porteur de projet, afin de pouvoir, parce que lorsque la personne lance, ou bien il a l'idée, ce n'est que l'idée. Maintenant, comment faire en sorte de le matérialiser? Jusqu'à la matérialisation, la personne peut avoir plusieurs échecs. Maintenant, qui supporte ces échecs-là? Aucune banque ne va accepter supporter ces échecs-là. D'où la nécessité de mettre en place un écosystème financier favorable à cela. Et ces jeunes, comme je l'ai dit, ils sont pleins. Ils sont pleins la rue. Parce que moi, je me dis, on n'a pas besoin de faire génie logiciel et après tout commencer par chercher un emploi. Au contraire, on doit te dénicher ou bien débaucher. Et même la proposition qu'on te fait doit être incitative avant de pouvoir quitter ton initiative et aller travailler avec eux. Donc, ces différentes formations que nous avons, il y en a plein. Et on remarque que de nos jours, il y a beaucoup de talents. Non seulement au Togo, mais en Afrique de manière générale, on a beaucoup de talents dans ces domaines-là où on doit pouvoir les canaliser pour qu'ils puissent nous aider à offrir des solutions réelles à nos problèmes. Honorable Innocent Kagbara, vous nous avez parlé. Oui, allez-y. Juste un petit complément parce que nous avons 3 cibles. Hein. La première cible, c'est les chercheurs. Hein, la première cible, c'est les chercheurs qui sont dans les universités, c'est des professeurs. Il faut qu'ils puissent faire des missions avec des collègues à l'extérieur. Donc, le fonds participera également à ces travaux de recherche, à ces déplacements à l'international avec des partenariats avec d'autres universités. Donc, ça, c'est la première cible. Et nous pouvons trouver une formule. Il y a une structure, par exemple, que nous allons loger au ministère de l'Enseignement supérieur qui fera un appel à candidature. Donc, les gens vont déposer, on va sélectionner les dossiers, on va appeler les gens pour discuter avec eux. Si le projet est bon, on vous donne un bâtiment, on vous donne les moyens d'aller vous installer dans cette ville technologie pour pouvoir continuer votre projet de recherche. Peut-être que c'est pour 2 ans, c'est pour 3 ans. Ça, c'est la première cible. C'est les enseignants-chercheurs. La deuxième cible, c'est les étudiants qui ont un projet. Comme l'a dit M. Roland, ils sont un peu partout dans la ville. Maintenant, il faut qu'ils s'organisent, qu'ils viennent, qu'ils répondent à l'appel à candidature, qu'ils viennent déposer les projets. Ils vont passer par l'interview, on va sélectionner. Mais
ceux qui seront chargés de sélectionner ces projets, c'est des gens qui maîtrisent la technologie, c'est des gens qui savent ce que c'est que le capital risque, c'est des gens qui ont un aspect que les banquiers ne voient pas. Donc, le comité de sélection, l'organe de sélection, c'est véritablement important. Et la dernière cible, c'est quoi? C'est toute entreprise ou tout Togolais qui a un projet dans ce sens-là. Donc, vous déposez votre projet chez à cette structure, nous regardons le projet, on vous sélectionne. Ça peut être une entreprise que vous créez qui vient répondre à un besoin et qui est dans le plan d'action que le projet a défini. Donc, nous allons apporter également des financements à ce genre d'entreprise et les mettre ensemble avec les chercheurs et les jeunes qui sont dans l'innovation. Donc, c'est les trois cibles. Ils peuvent déposer, vous savez, il y a des mécanismes comme ça au ministère de la Culture, au ministère du Sport, où les gens, il y a des appels à candidature, les gens déposent des dossiers et ils sont sélectionnés. Donc, le mécanisme de sélection, ce n'est pas un problème. Si les gens savent qu'il y a un fonds comme ça, il y a des financements, je crois que nous aurons assez de projets dans ce sens. Assez de projets dans ce sens. Une chose est d'avoir le projet, une chose est de la concrétiser, de brûler beaucoup d'étapes. Vous nous avez parlé de cité technologique. Il y a quelqu'un qui me demande qui seront les premiers bénéficiaires donc, de cette cité une fois construite. Malgré que vous nous parlez des jeunes, honorables, innocents. Nous avons trois cibles. Oui, nous avons trois cibles. Par exemple, les étudiants, normalement, ils doivent avoir des logements pour pouvoir les loger. C'est véritablement des gens qui n'ont pas grand-chose, mais ils ont de la matière. Ils ont de la matière, on les sélectionne, on leur donne des logements, on leur donne des moyens, 5 millions, 10 millions pour pouvoir réaliser leur projet. Mais nous allons créer des laboratoires. Ça veut dire que c'est des bâtiments avec des machines qui leur permettent de pouvoir, par exemple, s'il a besoin d'un ordinateur 3D avec une machine pour mouler des pièces, le jeune là ne peut pas aller acheter cet ordinateur à lui seul. Donc, nous allons mettre cet ordinateur qui fait la 3D, cette machine qui fait la 3D et la machine qui permet de fabriquer les pièces, nous allons mettre à leur disposition. Ils seront logés. Peut-être qu'ils seront sélectionnés pour 2 ans. S'ils n'arrivent pas à finir, d'autres vont venir les remplacer. Donc, eux, ils vont loger là-bas. La seconde cible, comme je l'ai dit, c'est les enseignants-chercheurs. Ils peuvent rester chez eux, mais venir au labo chaque jour. Donc, eux aussi, ils seront sélectionnés. Donc, c'est la seconde cible. La troisième cible, c'est des gens qui veulent installer des entreprises. Mais ces entreprises-là, ça doit être des domaines présélectionnés par le projet et qui permettent de pouvoir faire de l'innovation, de l'invention et de répondre à un problème réel. Donc, il n'y aura pas beaucoup de domaines. Ça sera essentiellement technologie, le nucléaire, l'aéronautique, tout ce qui est scientifique et technologique. Vous nous avez parlé d'une seule cible pour le moment. Alors, M. Kanda Bani Roland, l'honorable... J'ai parlé de 3 cibles. J'ai parlé des étudiants, j'ai parlé des enseignants-chercheurs et j'ai parlé des créateurs d'entreprises. Là, c'est carrément vous installez des entreprises, donc c'est les 3. Ah, c'est noté. Alors, M. Kanibo Roland, dites-nous, honorable parlait donc de l'autofinancement de ce projet, malgré qu'on sait aujourd'hui le niveau de vie donc, de nos populations togolaises. Votre réaction? Oui, bon, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a des exemples déjà qui sont légion, des exemples que nous connaissons. J'ai donné l'exemple du Bedol Act aux États-Unis, qui est un accord tripartite. L'État, les centres de recherche et universités et les entreprises, où l'État subventionne les universités pour la mise en place des inventions et innovations. Maintenant, ces inventions et innovations sont mises à disposition des entreprises pour commercialisation. Donc, ce qui suppose qu'aucune recherche ne peut être faite sans les subventions de l'État. Surtout en ce qui concerne l'invention et l'innovation. Je pense même qu'au niveau de l'Union africaine ou de la CEDEAO, il y a eu des dispositions comme ça qui avaient été prises incitant ou bien exhortant les États à consacrer au moins 1% de leur budget ou bien 3% de leur budget à la recherche. Mais chose est de constater que la plupart de nos États africains ne le font pas encore. C'est vrai, peut-être que nous disons que nous avons d'autres priorités, mais également ce qu'on oublie très souvent, c'est que la recherche est fondamentale. La recherche est fondamentale et le soubassement de tout développement. Comme je le dis toujours, tout ce que nous utilisons aujourd'hui, c'est le fruit de la recherche. Parce que certains, à un certain moment, on fait de la recherche et trouver des solutions à des problèmes. Et pour ma part, comme je l'ai déjà dit,
l'on ne pourra pas faire cela sans que l'État ne puisse consacrer un grand portefeuille pour pouvoir accompagner non seulement les chercheurs, mais également ces jeunes qui ont des talents et qui peuvent apporter des solutions à des problèmes sociétals. On parle Et également... aussi, Oui, allez-y, terminez. oui, pour ajouter, à côté des subventions de l'État, comme je le dis, il faudrait créer un écosystème, un environnement propice pour susciter des capitaux risqueurs. Parce que les capitaux risques ou bien fonds d'investissement, souvent dans les pays développés, sont des privés. Si on arrive à créer cet écosystème-là, certains peuvent se constituer en capital risqueur et bien évidemment accompagner l'innovation et l'invention. Et surtout la recherche. Merci. Alors, on parle également... Très souvent, dans nos pays, nous avons des mécènes. C'est souvent des oncles, c'est souvent des parents, c'est souvent des amis qui vous donnent peut-être 5 millions, 10 millions, mais ils ne sont même pas, ils ne comprennent même pas ce que vous voulez faire. Des fois, ça marche, ça ne marche pas. Donc, comme le dit M. Roland, si on crée un écosystème, je crois que ça peut être également un nouveau secteur qui peut se développer très rapidement. Un autre point de cette discussion, sinon donc de ce numéro de notre émission Lundi Politique, je rappelle donc à tous les téléspectateurs, aux amis internautes qui sont volontaires pour nous appeler, c'est sur le numéro affiché à votre écran. Alors c'est de favoriser aussi donc les partenariats écoles et entreprises. Quelles sont ces écoles qui pourront être bénéficiaires? Comment se fera la sélection de ces écoles, sinon également donc de ces entreprises honorables Innocent Kagbara? Oui, c'est simple. Si vous voulez participer à cette Smart City, c'est-à-dire que vous faites votre projet, vous expliquez les investissements que vous voulez faire, vous expliquez le besoin, le problème que vous voulez régler, les équipements que vous voulez, vous nous déposez, on analyse, on vous appelle parce que ça peut intéresser l'État. On peut mettre soit une partie des fonds à votre disposition, vous-même vous pouvez venir avec vos capitaux. Donc, on ne va pas sélectionner des écoles qu'on va mettre dans cette Smart City, mais si une école a un projet en matière de technologie, c'est à elle de monter son projet, de venir voir la structure que nous allons mettre en place au niveau de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur. Ils vont analyser le projet et nous allons accompagner ça peut être une nouvelle école ou bien une ancienne école qui veut s'installer dans cette Smart City. Donc, mais il faut avoir un projet. Si vous n'avez pas de projet, ce n'est pas pour créer juste une université pour faire les mêmes filières que nous avons dans les tertiaires, dans la technologie. Non. C'est que vous devez avoir un projet dans la technologie, dans la recherche, dans l'innovation. Vous ne m'écoutez pas, ça. Ouais, je vous suivais. Monsieur Bani, dites-nous comment est-ce que ce que vient de dire monsieur l'honorable Innocent Kagbara pourrait profiter à la jeunesse togolaise en vérité. Si on prend par exemple le cas de nos écoles, on a que 2 universités publiques au Togo, hein, et aujourd'hui quand on prend le cas de l'entrepreneuriat face également au taux de chômage que nous avons aujourd'hui, monsieur Kanda Bani Roland. Merci beaucoup. Et je pense que ce n'est pas anodin si dans la plupart de nos États, nous avons toujours associé au ministère de l'enseignement supérieur la recherche. Parce que lorsqu'on fait de l'enseignement supérieur, on doit associer forcément de la recherche. Il y a toujours ce qu'on appelle les centres de recherche qui sont souvent logés dans les universités ou les instituts. Et bien évidemment, peut-être qu'on ne fait pas tellement la promotion, mais je suis certain qu'il y a des centres de recherche, mais quand même qui font des recherches peut-être à petite échelle. Comme je le dis toujours, la recherche, elle coûte excessivement cher. Et cela ne peut pas relever seulement d'un seul fait d'une université ou même d'un institut. Forcément, il faut une part de responsabilité de l'autorité publique qui doit pouvoir accompagner, réellement financer la recherche. Et l'autre chose, le fait de susciter, comme on dit, des capitaux risques ou des fonds d'investissement. Bien évidemment, comme on l'a dit, ces jeunes qui sont dans les universités ou bien instituts ont des talents. Il suffit juste de faire un tour, de voir là, ce qu'ils arrivent à faire. Mais ce que malheureusement, l'accompagnement, il n'y a pas... C'est vrai, il y a des initiatives, et quand on prend le cas du Togo, il y a quand même des initiatives. Mais quand même, moi, à mon niveau, je me dis qu'on pourrait également les étendre pour que cela puisse bénéficier à la majorité des jeunes Togolais. Et comme je le dis, ces jeunes, ils ont des talents. Bien évidemment, il faudrait les canaliser. Et cela ne peut que se faire par ces différentes initiatives que le PDP est en train de proposer. La mise en place d'une Smart City, une cité intelligente,
où ces jeunes sont logés, accompagnés, où il y a toute la documentation nécessaire pour leur permettre de faire uniquement de la recherche, mettre en place des innovations. Et bien évidemment, si ces jeunes sont des modèles pour la jeunesse d'une manière générale, on n'aura pas à voir très souvent, parce qu'aujourd'hui, le procès qu'on fait à la jeunesse d'une manière générale africaine, c'est que, bon, on n'utilise pas les réseaux sociaux à bon escient. Mais il suffit juste de voir ce que nos amis chinois font sur les réseaux sociaux. C'est peut-être quelque chose que la personne a fabriqué, il essaie de le remodeler, un truc comme ça. Donc, ces genres d'initiatives, ces jeunes qui sont logés là-bas, certains le verront comme des jeunes modèles. Et bien évidemment, suivront l'exemple. Et je dis toujours que ça fera effet boule de neige. Bien évidemment qu'il y aura d'autres jeunes qui vont vouloir suivre les exemples. Parce que le problème que nous avons dans la plupart de nos pays africains, c'est qu'on n'arrive pas à élever les bons modèles. Ce qui fait que très souvent, bon, je dis souvent, il y a des modèles que je dis à peu près médiocres, que peut-être ils arrivent à sortir et que les jeunes, les autres jeunes le voient comme un modèle. Et aujourd'hui, bien évidemment, lorsqu'on est heureux, c'est un jeune qui vont vous dire que je veux devenir influenceur. La question de savoir, influenceur. Maintenant, moi je pense que ces jeunes, si on arrive à les élever, en créant cette Smart City, les accompagner, ils deviendront bien évidemment des exemples pour la jeunesse d'une manière générale. Que peut faire le PDP sans le financement de l'État sur ce projet, sinon cette proposition? Si jamais vous gagnez les 10 sièges donc à l'Assemblée nationale togolaise, honorable député Innocent Kagbara. Nous, au PDP, on n'a pas de problème. Hein. Même si c'est d'autres qui peuvent réaliser nos projets, nous, on n'a aucun problème. Le plus important pour nous, c'est le bien-être de la population. Toutes les actions, les programmes, que ce soit nos adversaires, que ce soit nous-mêmes, nous n'avons aucun souci par rapport à ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes sûrs, contrairement à ce que vous pensez, nous sommes sûrs de gagner les élections et d'imposer la cohabitation pour que nous puissions réaliser notre programme de société. Donc, n'ayez crainte. Nous allons relancer le débat après les élections. Et même si nous avons 10 députés, puisque le minimum que nous aurons, c'est 10 députés, ça nous permettra de constituer une large coalition pour pouvoir gouverner. Donc, n'ayez pas de crainte par rapport à la réalisation de ce projet. Ça peut être nous, ça peut être nos concurrents, mais que ça soit fait dans l'optique de pouvoir arranger la population et de pouvoir une tranche de cette population qui est des jeunes, des scientifiques, des chercheurs, qu'on puisse véritablement mettre un écosystème. C'est l'écosystème que nous voulons créer pour pouvoir favoriser la recherche. Favoriser la recherche, une chose... Ouais, allez-y. Je peux placer un mot? Oui, bon, quand même, il est quand même important de préciser que le rôle d'un député, c'est de voter les lois. D'accord? Mais l'autre chose également que moi je peux dire, c'est que peut-être lorsque le PDP sera au Parlement, c'est qu'elle peut porter une proposition pareille. Elle peut porter une proposition pareille, sous forme de proposition de loi, pour que les gouvernements puissent l'exécuter. Comme l'a dit l'honorable, le PDP n'a pas de problème, même si c'est le parti au pouvoir qui est actuellement là qui doit l'exécuter. L'essentiel est que le bien-être des populations soit atteint, c'est l'essentiel pour nous. L'essentiel pour nous aussi, c'est de savoir si les députés à l'Assemblée nationale togolaise ne resteront pas dans leur bureau. Et sinon, pour le PDP exclusivement, que nous avons comme invité aujourd'hui, Monsieur Honorable Innocent Kagbara, je vais revenir à vous dans un instant. Mais quels sont les moyens et où est-ce que vous trouverez les moyens en tant que député, sinon en tant que parti politique, pour favoriser ces genres de recherche? On a beaucoup de chercheurs, vous l'avez vous-même mentionné donc au cours de cette émission. Et que font ces chercheurs-là, même si on connaît le cas d'espèces sur le terrain? Monsieur Kanda Bani Roland. Que font les chercheurs, c'est ça la question? Oui. La plupart du temps, le constat est clair. On a des chercheurs, mais on n'a pas de moyens pour ces chercheurs-là. Donc, où est-ce que vous allez trouver des moyens pour aider ces chercheurs à faire leur boulot dans ce domaine précis? Oui, un parti politique, ce n'est pas le rôle d'un parti politique en tout cas. De commencer par financer la recherche, ce n'est pas le rôle d'un parti politique. Je pense que ce sont des propositions. Si ce parti politique peut arriver au pouvoir, il peut exécuter son plan d'action. Même si c'est un autre parti qui est au pouvoir actuellement, si cette proposition agrée, comme nous avons des élections devant nous, les élections législatives et régionales, si bien évidemment le PDP arrive à entrer dans au Parlement, bien évidemment qu'elle peut porter de telles propositions pour que, parce que je l'avais relevé tout à l'heure,
le financement de la recherche dans la plupart des États, hein, pas seulement au Togo, dans la plupart des États n'est pas élevé. La plupart de nos États n'investissent pas beaucoup dans la recherche. Parce qu'on ne peut pas faire de la recherche sans financement public. On ne peut pas faire de la recherche sans financement public. C'est vrai, on peut donner le cas, prenons le cas des pharmacies. Si vous savez le nombre de milliards qui est englouti avant de faire sortir un petit médicament, et avec plusieurs échecs à la fois, ça veut dire que si à un certain moment, certains doivent prendre sur eux le risque de pouvoir accompagner ces initiatives avec tous les échecs qui vont en découler pour que nous puissions arriver là. Et bien évidemment, il y a une grande responsabilité de l'autorité publique pour pouvoir accompagner les centres de recherche, universités, instituts qui se lancent bien évidemment dans la recherche. Monsieur Bani, vous nous avez parlé d'entrepreneuriat vous-même aussi dans cette émission. Et en tant que jeune, vous êtes jeune entrepreneur. Si on vous donnait ce projet pour manager, vous en tant que conseiller économique donc du PDP, que ferez-vous? Comment est-ce que vous allez entamer, où est-ce que vous allez trouver des moyens? Comment? Je sais que vous avez des stratégies, mettez-les sur table pour puisque vous nous avez proposé vous-même de travailler avec les autres partis politiques, sinon avec le gouvernement et autres. Dites-nous concrètement ce que vous avez derrière la tête concernant donc ce projet en matière de stratégie. D'accord, merci beaucoup. Mais vous convenez avec moi que ce n'est pas ici que nous allons déballer toute une stratégie, ou bien? Mais quand même, il est important de préciser que, je l'ai déjà relevé, je pense que ça fait la énième fois que je le répète, aucune recherche ne peut se faire sans financement public. Ça, c'est important. Ça, on doit pouvoir le retenir d'abord. Et cela suppose que le PDP, en tant que parti politique, ne peut pas le faire. Ce n'est que ceux qui gèrent les ressources publiques qui peuvent le faire. Maintenant, d'un autre côté, nous avons le financement de l'innovation. L'innovation de l'invention. Et ça, comme on l'a dit, il faut créer un environnement propice pour susciter des capitaux risqueurs et des fonds d'investissement privés. Et bien évidemment, ce sont des personnes qui sont prêtes également à prendre ce risque pour pouvoir accompagner le financement des innovations. Et l'autre chose qu'il est important également de relever en termes de... Bon, je ne vais pas parler de stratégie. D'abord, c'est de pouvoir créer le cadre légal. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a un partenariat public-privé. Et chaque année, il y a, je pense, un forum pour ce partenariat public-privé qui est fait au Togo. Et ce cadre permet à l'autorité publique et les privés de pouvoir discuter chaque fois. Au-delà de ce partenariat public-privé, moi, je prends toujours l'exemple du Bedol Act comme modèle pour ma part. Parce que d'une part, elle implique bien évidemment l'État dans la recherche et dans l'innovation. Parce que l'État subventionne la recherche et subventionne les innovations. Et cela permet aux chercheurs d'avoir le temps ou bien d'avoir les moyens nécessaires pour lui d'évoluer dans son canevas. Donc, pour ma part, je pense qu'il est important quand même que l'État soit un acteur central et fondamental de cette démarche. Si nous voulons, bien évidemment, créer une cité pareille, que l'État soit bien évidemment fondamental au cœur de cette initiative. Au-delà de l'autorité publique, bien évidemment, il faudrait y impliquer d'autres acteurs qui sont bien les porteurs de projets et ceux qui doivent contribuer au financement, qui sont peut-être les capitaux risqueurs et les fonds d'investissement. Aussi, il est important de préciser que nous, au PDP, nous disons toujours que quand quelqu'un fait bien, il faudrait reconnaître qu'il fait bien. Il y a des initiatives qui sont faites sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui entreprennent et c'est parce que ce sont des initiatives de l'État. Parce que l'État a mis en place des initiatives pour accompagner ces personnes de pouvoir entreprendre. Vous savez aujourd'hui que tous les jeunes ne peuvent pas, à la fin, commencer par chercher un emploi parce qu'il n'y a plus d'emploi. Et ce n'est que l'entrepreneuriat qui est l'issue idoine pour que chacun puisse avoir un minimum vital. Et ce travail aujourd'hui, je pense que l'État l'a fait parce que tous les jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils sortent des universités, ils savent que bon, je n'ai pas seulement à aller demander un emploi, mais j'ai quand même l'opportunité de commencer quelque chose. Maintenant, comme on le dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. On doit pouvoir l'améliorer. C'est en ce sens que nous disons, au-delà des initiatives déjà mises en place par l'autorité publique, on peut améliorer l'existant en faisant en sorte que beaucoup de jeunes puissent en bénéficier. Et au-delà d'accompagner la création seulement des entreprises, qu'on puisse accentuer sur la recherche, l'invention et l'innovation.
Merci. Honorable Innocent Kagbara, très rapidement, est-ce que on vous voit voyager de temps à autre? Vous avez l'habitude de rencontrer des investisseurs de par le monde et aussi, donc, vous-même, vous êtes chef d'entreprise. Avez-vous prévu dans les plans d'action ou supposons que dans vos stratégies de faire appel à certains investisseurs et de les inviter dans ce cadre ou dans ce cas d'espèce? Oui, c'est créer un écosystème, comme je vous l'ai dit, une zone attractive, parce que cette zone-là, il n'y aura pas de tout ce que vous allez faire venir, c'est sous franchise. Il n'y aura pas de douane. Donc, ce qui fait que les gens vont venir de par de monde parce que c'est un espace que vous créez pour eux. Ils peuvent venir faire de l'innovation, de la recherche. Ils peuvent fabriquer des produits qui vont aller vendre à l'extérieur. Donc, c'est véritablement attractif. Et nous avons visité la Silicon Valley. Donc, nous pouvons faire venir des géants comme Google, comme Apple, comme Facebook. Parce que ces gens-là, quand vous faites venir juste une seule entreprise comme ça, vous faites venir après une université, peut-être Harvard ou bien une autre, mais par exemple le MIT, même si c'est une petite unité de recherche, ça crée de la créativité au niveau de votre Smart City, ce qui fait que les gens vont venir de par le monde pour s'investir. Non seulement s'investir pour s'installer et financer la recherche et l'innovation. Nous allons faire jouer un peu notre carnet d'adresses, mais ce que vous devez retenir fondamentalement, c'est que c'est l'écosystème, comme nous vous l'expliquons, que nous voulons créer. Dès que vous créez l'écosystème, ça prend. Et les gens vont venir de par le monde parce qu'il n'y aura même pas assez de place, il n'y aura plus assez de place pour pouvoir loger toutes ces entreprises qui vont vouloir venir là-bas pour faire de la recherche parce que les conditions sont favorables à la recherche, à l'innovation et puis à exporter ce que ces entreprises-là vont fabriquer. Monsieur Kanda Bani Roland, nous sommes à la fin donc de cette émission. Quels sont les points sur lesquels vous voulez revenir et que nous n'en avons pas abordé? Ce sera votre conclusion pour ce numéro de notre émission Lundi Politique. D'accord, merci beaucoup. D'abord, c'est l'exhortation des autorités publiques africaines pour pouvoir réellement investir dans la recherche. Parce que aucun partenaire au développement ne peut le faire à notre place. Nous connaissons nos réalités et ils ne connaissent pas nos réalités mieux que nous. C'est nous qui devons mobiliser les ressources nécessaires au développement de nos États. Et par conséquent, c'est une exhortation à ce que nos États, la plupart de nos États africains, puissent consacrer un budget conséquent, surtout à la recherche et à la promotion de l'invention et de l'innovation. Et l'autre chose également qui est importante pour moi, surtout pour faire en sorte de pouvoir développer un environnement propice à l'innovation et l'invention, c'est de pouvoir créer un écosystème favorable à l'éclosion des capitaux risqueurs, des fonds d'investissement, certains qui sont capables ou bien qui sont prêts à prendre le risque à un certain moment pour pouvoir accompagner des porteurs de projets à pouvoir matérialiser, mettre sur le marché des solutions à des problèmes sociétals que nous avons. Parce que la plupart des innovations que nous avons viennent toujours de l'extérieur. Mais quand même, moi, je suis souvent fier surtout de la technologie du mobile money, qui est une technologie africaine qui arrive à s'exporter maintenant pour aller vers les pays développés. Merci. Merci à vous. Alors, Monsieur Kanda Bani Roland, vous êtes conseiller économique au PDP. Nous venons maintenant donc à l'honorable Innocent Kagbara, président du Parti démocratique et panafricain. Votre conclusion pour ce numéro de notre émission Lundi Politique. Merci, ça a été véritablement un plaisir de débattre avec Monsieur Roland Kanda Bani, qui s'occupe également des affaires économiques, des affaires de politique économique et puis de libre-échange, des affaires de coopération. Et nous constituons quand même une jeunesse qui veut prendre ses responsabilités devant l'histoire. Une jeunesse qui ne va pas subir le diktat des autres, mais une jeunesse responsable, une jeunesse qui veut créer et où l'innovation et la recherche a une place fondamentale dans notre plan de développement. Nous ne pouvons pas nous faire financer notre recherche et l'innovation par d'autres personnes parce que nous sommes dans un aspect véritablement concurrentiel. Parce que qui maîtrise la technologie, qui maîtrise la recherche, qui maîtrise l'innovation, sera celui qui va diriger le monde de demain. Donc 1% de notre budget consacré à cette recherche, à l'innovation, au financement de la technologie, ça fait 20 milliards par rapport à un budget de plus de 2000 milliards. Je pense que c'est réaliste et il va falloir que nous ayons la volonté politique de pouvoir réaliser. Donc, c'est aussi pour attirer l'attention, si nous faisons ces débats chaque lundi,
c'est pour attirer l'attention de nos concitoyens sur un certain nombre de sujets qui nous préoccupent et qui sont très souvent dans nos déplacements où les gens viennent demander mais qu'est-ce que vous faites en matière? Voilà la proposition du PDP, un parti qui vous rassemble, qui vous réunit et qui vous ressemble. Un parti qui veut véritablement impulser une certaine innovation, une certaine réflexion, l'autocritique et des solutions africaines aux problèmes africains. Ça doit passer par nous, ça doit passer par la volonté, ça doit passer par une certaine mobilisation des ressources pour pouvoir réaliser ces projets qui ont un fort impact sur la réduction du chômage, sur la création des entreprises, pour que nous puissions vivre dans ce modèle que nous voulons créer, le rêve togolais que nous avons toujours dit. À travers ces 10 émissions, vous pouvez vous rendre compte qu'avec le PDP, le rêve togolais est possible et je vous remercie. À lundi prochain. Nous espérons que ce rêve et aussi dans cette proposition concernant une cité technologique avec un financement de l'État, sinon un financement privé sera possible au Togo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Veillez donc à partager en bonne et due forme pour vous qui reviendrez donc suivre notre émission en replay sur notre chaîne YouTube. Vous serez la bienvenue à tous les partis politiques qui demandent. C'est pas seulement pour le Parti démocratique et panafricain. Et alors vous avez aussi l'opportunité de nous appeler pour nous faire vos propositions, pour faire également, partager également vos idées sur notre antenne. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Bien de choses et surtout bonne chance à la Côte d'Ivoire qui va encore dans quelques heures se confronter à certaines péripéties de la vie, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et bonne chance également aux Sénégalais qui nous écoutent et qui nous suivent également sur Afro-Web TV. C'est l'Afrique qui gagne. On se retrouve lundi prochain pour une autre thématique avec le même plaisir.